messieurs, chers téléspectateurs, merci de nous faire confiance et merci de nous recevoir dans cette nouvelle émission. Nous avons dit Apostrophe. Apostrophe, c'est un rendez-vous hebdomadaire pour aller à la rencontre d'une personnalité féminine ou masculine pour en même temps parler avec celle-ci et découvrir, lever un pan de voile pour permettre à chacune et à chacun d'en savoir un peu plus sur notre invitée. Notre invitée pour cette toute première édition, elle s'appelle Régine Charret-Ndoya. Bonjour Régine Charret. Bonjour, Poche. Alors vous êtes la bienvenue sur ce plateau d'Apostrophe. Merci. Et nous allons vous interpeller sur un premier sujet, c'est l'ouvrage que vous avez commis. Vous pouvez nous rappeler le titre? Le titre de cet ouvrage, c'est Jusqu'au bout de ce désir. Jusqu'au bout de ce désir, mesdames, messieurs, tenez-vous bien tranquilles, c'est Régine Charret, c'est son tout premier roman. Et nous allons avec elle lever un pan de voile sur cette œuvre qui n'a pas fini de faire parler d'elle. Et pour cause, il s'agit d'un thème qui n'est pas souvent abordé dans les romans. J'ai parlé de la procréation assistée et cette fois-ci, elle est payante. Qui doit payer la facture, Régine? La procréation médicalement assistée est payée par celui ou celle qui vient demander le service. Alors, dans Jusqu'au bout du désir, vous ouvrez un pan de voile d'une actualité qui n'est pas tout à fait courante. Il y a d'un côté le commanditaire, c'est-à-dire la personne qui a besoin de l'enfant, et de l'autre côté, il y a la vendeuse, celle qui vend son ventre et son enfant, et qu'elle va livrer à son acheteur. Alors, je voudrais avec vous m'interroger, qui, au final, paye véritablement la facture de cette procréation médicalement assistée? Bien évidemment, c'est la demanderesse qui paye la facture parce qu'elle vient en acheteuse. Et puis lorsque vous êtes acheteur, vous allez payer une certaine facture. Et maintenant, sur un second plan, disons quand même, admettons-le que la porteuse, la personne qui porte l'enfant, pour pouvoir s'en séparer après 9 mois, peut être vue comme quelqu'un qui paye quand même une certaine facture parce qu'au bout de 9 mois, on est lié à un fœtus duquel on va subitement se séparer pour ne plus... On ne va plus le revoir, cet enfant, en principe. Voilà. Donc, c'est aussi une facture qu'on a payée là. Alors, vous avez mis tout ça sous l'angle romanesque. Et nous savons tous que quand c'est romanesque, on dira une bonne partie de l'histoire vient de votre imagination. Quelle est la part du réel dans toute cette histoire? Alors, l'histoire que vous avez parcourue dans Jusqu'au bout de ces désirs pose un problème, n'est-ce pas, de l'infertilité qui est présente dans notre société. Cette société où assurer la prépondérance est quand même une chose importante. Ça pose le problème de l'infertilité qui va se solder par une insémination artificielle. Parce que la demanderesse de l'enfant trouve un bonheur après acquisition d'un bébé, le rêve de plusieurs femmes. Il pose aussi en filigrane le problème de la veuve dans notre société, parce que celle-là qui porte l'enfant est amenée à poser cet acte de mère porteuse, entre-temps proscrit par la loi. Elle est amenée à poser cet acte parce qu'elle est en situation d'indigence. Elle est indigente, c'est une veuve qui a 5 enfants et ne sait plus comment les prendre en charge. Elle n'a pas été à l'école, elle n'a pas une qualification pour aller au travail. Le petit commerce qu'elle mène, n'est-ce pas, au marché Acacia ne tient pas. Elle sera donc obligée de mener cette activité parce que c'est ce qu'elle sait le mieux faire, porter les enfants. Est-ce qu'on peut dire avec vous que
nous sommes rentrés dans les méandres du marché acassien, au cœur de Yaoundé, et nous avons vu et découvert plusieurs catégories de femmes. Alors, toutes ces femmes-là, vous les avez suivies au quotidien? Alors, il était quand même question d'encadrer le personnage Ndongo. Ndongo est vendeuse ambulante au marché Acacia. Au marché Acacia, il n'y a pas que des ambulantes. Elles sont installées, ces sœurs, ces mamans, par grade. Il y en a celles qui sont assises, installées, et qui sont comme des marraines. Il se trouve donc Ndongo, sur la place du marché, à sa marraine, à son coach, sa petite maman, qui va, n'est-ce pas, l'accompagner tout au long de la grossesse qu'elle va porter. On ne va pas raconter toute l'histoire, hein, mais on peut retenir quand même déjà que il y a un jeu formidable d'écriture que vous réalisez, Régine Charret. Ici, c'est de pouvoir nous transposer de la chaleur d'une relation entre la coach et son élève, qui est coach, sa protégée, pour dire comme vous, mais aussi de l'autre côté, on a à peu près la même similitude entre le médecin chargé de l'opération, de rendre ce projet viable, et la demanderesse. Vous voyez bien qu'il lui sert de coach, il lui permet de servir. C'est ce jeu d'écriture d'abord que je voudrais saluer ici. Merci. Et seulement, à la fin, toutes ces symétries, n'est-ce pas pour dire tout simplement que l'homme, l'être humain en tant que tel, a toujours besoin de la main d'autrui pour avancer? C'est un peu ça la philosophie de Régine Charret? Bon, bien évidemment, c'est ainsi la vie, mais disons dans ce roman que nous sommes en train de parcourir une histoire où des personnages sont mis en scène autour d'un projet sensible. Un projet sensible et délicat. La loi ne permet pas au Cameroun, depuis les dernières délibérations dont nous attendons promulgation à l'Assemblée nationale, la loi ne permet pas l'activité de mère porteuse. Donc elle se menait, mais ce n'était pas admis. Peut-être qu'elle sera toujours menée dans nos familles, dans les quartiers. La loi ne le permet pas. Alors, une personnalité comme un médecin qui a déjà les mains liées n'a pas le droit, n'est-ce pas, de céder à n'importe quelle pratique, n'importe comment. La déontologie de ce métier lui impose un certain comportement. Donc, il est appelé dans ce roman à protéger Lydienne. Lydienne qui elle-même sait qu'à un moment donné, la loi peut s'insurger, bon, je vais dire, c'est une partie qu'on va couper. La loi peut s'intéresser, la loi peut l'interroger sur cet acte qui a été commis. Elle peut se retrouver devant les justiciers. C'est pour cela qu'il est important qu'un médecin, quelqu'un du métier de gynécologie, avec spécialité insémination artificielle, il fallait que quelqu'un puisse encadrer Lydienne. Et de même, n'oubliez pas que Ndongo, qui est la porteuse, est une veuve. C'est une mère de 5 enfants qui tire le diable par la queue. Et dans l'univers des vendeuses au marché, on a toujours, comme on l'a dit tout à l'heure, son conseiller, son coach, sa petite maman, qui va vous apprendre la vie, qui va vous enseigner la vie. Et dans ce roman, donc, c'est Magne qui est donc celle-là qui joue le rôle un peu rigolo, parce qu'il est aussi question de rire dans le roman, qui joue le rôle auprès de Ndongo. Voilà. Alors, vous évoquez là justement le nœud du problème. Le nœud du problème, c'est cette pratique, la vente de son ventre, que vous avez si bien décrit, avec force de détail. Jusqu'à ce jour, elle n'est pas autorisée au Cameroun. Non, pas du tout.
La loi 2024 de juin 2022 interdit, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'activité de mère porteuse. Alors, pourquoi on sait que dans certaines pratiques traditionnelles, c'est-à-dire dans des us et coutumes de certains peuples bantous, notamment dans le sud Cameroun, quand une femme est en mariage et n'arrive pas à procréer, elle fait appel à une de ses sœurs pour lui faire un enfant avec son époux, de sorte qu'elle devienne la maman de cet enfant. En effet, et c'est là où cette loi va un peu déranger parce que nous sommes justement face à ces mœurs qui sont les nôtres, auxquelles nous sommes habitués, nous sommes accoutumés même à ces mœurs-là. Nous avons également un autre corps qui est celui du commandement religieux qui trouvera ici devant cette loi l'occasion, n'est-ce pas, pour ce qui est de l'admission de l'insémination artificielle, l'occasion de se lever devant la société et dire non. Donc autant cette loi peut déranger les mœurs, autant les religieux vous diront que même l'insémination artificielle ne doit pas être admise parce que dans les écritures bibliques, l'homme doit faire face à l'endurance, l'homme doit admettre sa condition. Voilà, tout le monde n'est pas fait pour faire des enfants. Ça, c'est ce que... Et quand on dit tout le monde n'est pas fait pour faire des enfants, revenons sur la problématique, parce que vous la posez à ces différents échelons. L'Église, la médecine, mais aussi la justice. La justice, la police. La police intervient également. Ah, vous avez lu tout le roman. Mais aussi et surtout la morale. La morale avec cette manière qui, à un moment donné, demande plus d'argent que prévu pour le deuxième focus. Voilà. Alors, donc oui, ces différentes étapes, ces échelons de compréhension de la problématique, que vouliez-vous faire ressortir en les disposant comme tel? Voilà, si nous prenons le romancier comme un moralisateur à la fin, n'est-ce pas, au-delà de l'aspect ludique du roman, il y a quand même quelque chose que la société doit retenir. Il y a quelque chose sur laquelle la société doit s'interroger. Oui, pour la PMA et la post-humanité, est-ce que nous en pensons? Est-ce que nous y pensons, je vais dire? Que devient la post-humanité s'il est question que toute personne se rende au marché de l'enfant pour s'en procurer avec de l'argent? Est-ce que lorsque j'ai acheté un enfant à 2 millions, 3 millions, est-ce que c'est une garantie que parent par insémination équivaut à parent amour sur cette terre où nous sommes amenés à semer l'amour? Donc ce roman pose le problème vers sa fin de la post-humanité. Est-ce qu'il n'y a pas tellement de siècles que nous avons balayé l'époque macabre de l'esclavage? Est-ce que l'enfance est en sécurité lorsque un individu lambda, un homme par exemple, peut se rendre à l'hôpital pour acheter un enfant? Quelle est la suite? Est-ce qu'il y a un suivi? Qu'est-ce qu'il a fait de cet enfant? Est-ce qu'il n'est pas en train de faire ses recherches scientifiques? Est-ce que d'un coup comme ça, je ne peux pas décider que cet enfant ne m'a coûté que 3 millions, je peux m'en débarrasser? Un soir de colère, j'ouvre la porte, je lui dis, allez dehors. Est-ce que l'enfance est en insécurité dans toute cette évolution de la société? Voilà. L'enfant lui-même, et ça c'est une autre question qu'on peut se poser, l'enfant lui-même, à quel moment est-il informé d'être un enfant insécure? Et quelle est la part de traumatisme qui lui revient? Voilà, merci d'en arriver là. Votre réaction poche signifie tout simplement que là où l'auteur s'arrête, un autre rebondit. Et c'est ainsi que la science humaine évolue.
C'est un autre roman, monsieur journaliste. Voilà. Voilà. Si nous avons suscité un autre roman, nous revenons tout de suite pour la deuxième partie de cette émission.